quand t'as une étiquette des médias ou des gens, c'est très très dur de s'en détacher. Peu importe tes actes ou peu importe ce que tu vas faire, les gens ils répètent, et ils ont le choix de pas le répéter. Donc je pense que ça c'est vraiment un rôle des médias, surtout dans le tennis français. Ils sont durs avec les joueurs français, là je parle pas que de moi, je pense qu'ils sont très critiques. Ils me disent ouais mais comment ça se fait que les Français ils gagnent pas ? Je dis bah c'est parce que vous regardez pas, ils gagnent. Tu t'es tatoué I'm not perfect quelque part, je crois. Est-ce que c'est lié un peu avec cette image que t'as de toi quand t'as appris à gérer la défaite ? T'as des immenses sportifs, ils veulent raconter un truc de film en fait, et c'est pas réel. La vie c'est pas un film, on passe tous par des hauts, des bas, des trucs, c'est pas comme ça. Donc moi c'est pour me rappeler ça, c'est que je suis pas parfait, mon parcours il est pas parfait, et je cherche pas à être parfait. Et je trouve ça beau les choses imparfaites. Comment toi tu vis l'étiquette qu'on te colle souvent ? Tu vois, quand on tape ton nom sur YouTube par exemple, c'est que des highlights d'altercations que t'as avec des joueurs, des moments un peu chauds. Quand l'argent rentre en jeu, tu deviens un peu un produit aux yeux des marques, aux yeux des médias, et du coup le rapport avec les gens il change d'un coup. Je me disais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de ma vie ? Je me demandais si ça en valait le coup. Est-ce que t'as eu un moment de doute dans ta carrière, où tu t'es vraiment posé la question de continuer ou pas ? Salut tout le monde, je veux juste prendre le temps pour vous remercier pour votre soutien et pour tout l'engouement qu'il y a autour du podcast. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on a commencé et on n'aurait jamais imaginé avoir autant de soutien de votre part. En revanche, on entre dans une nouvelle ère et vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Donc on a vraiment besoin de vous, que vous vous abonniez pour ne plus rater aucun podcast parce qu'à partir de maintenant, on va en sortir un par semaine. Merci à vous, on continue avec le podcast. Corentin, quelle est ta mission ? Ma mission, je pense qu'elle est personnelle déjà. Je pense que depuis quelques années, j'ai vraiment cette volonté d'apprendre à mieux me connaître, mieux me comprendre, mieux comprendre ce qui nous entoure aussi. Et je pense que le tennis m'aide à ça, dans le sens où c'est un sport où on joue quasiment tous les jours. Beaucoup de tournois, beaucoup de victoires, beaucoup de défaites. Et du coup, il y a de la remise en question. Il y a évidemment les gens autour, les médias, tout ça qui parlent de... C'est très challenging surtout, et sur tous les aspects. Et du coup, moi, ça m'aide vraiment dans cette quête-là de mieux me comprendre, mieux me connaître, mieux connaître mes failles, et apprendre à les gérer aussi. Parce que du coup, ça te met face à toi tout le temps, en fait. Quand tu gagnes, de pas justement monter trop haut. Quand tu perds, de pas descendre trop bas. D'essayer de se détacher du regard des autres, et tout en donnant de l'importance au regard de tes proches. C'est un équilibre pas facile à trouver, et je dirais que ma mission, elle est... Ouais, ma mission, elle est là-dedans. Après, je pourrais en parler des heures, moi ça me passionne, mais non, dans mieux me comprendre et me rapprocher petit à petit de quelque chose de paisible, une vie paisible. Est-ce que ton enfance, elle a été paisible ? Qu'est-ce que je dois savoir sur ton enfance pour comprendre la personne que j'ai en face de moi ? Bah, en fait, mon enfance, comment dire, la manière dont je l'ai vécue est comment dire, je dirais pas paisible, elle est pas paisible du tout. Après, le cadre dans lequel j'ai été élevé ou grandi, pour le coup, était très paisible. J'ai eu la chance d'être élevé par deux parents qui sont très équilibrés. J'ai un frère et une sœur aussi. Dans un milieu où on n'a jamais manqué de rien. Je dirais pas que... Enfin, mes parents n'étaient pas super riches, mais on a... Dans une classe moyenne où, franchement, j'ai jamais eu la sensation, en tout cas, je sais pas comment mes parents ont vécu, mais ils nous ont toujours donné... ce dont on avait besoin. On est parti en vacances. Enfin, j'ai grandi de manière, de manière hyper agréable. Et après, évidemment, très tôt, le tennis est arrivé dans ma vie et a créé un peu de chaos là-dedans, dans ce confort. Et puis évidemment, quand il y a du chaos en toi ou dans les choses que tu traverses, peu importe les raisons, ça crée aussi du chaos un peu autour de toi. Et du coup, je dirais qu'il y a une grande partie après assez chaotique dans ma période, je sais pas, je dirais, avant de devenir un adulte. Et donc voilà, je dirais très loin d'être paisible pour moi, pour mes parents, pour mon entourage. Mais j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir grandi comme j'ai grandi. Quand tu parles de chaos, tu penses à quoi ? Moi, je suis parti très tôt de chez moi déjà. Je suis parti à 12 ans de chez moi. Je suis de Paris, je suis parti dans le sud de la France, ce qui n'est pas non plus hyper loin, mais en internat, en fait à chaque fois, comment dire, le cadre était très propice à que tout se passe bien, mais en fait il y a une réalité, et c'est ce qui fait que on n'est pas toujours maître de comment on vit les choses. Il y en a, je pense, d'autres qui ont vécu la même chose que moi, qui l'ont mieux vécu, moins bien vécu, mais de partir loin de chez soi, moi je me suis blessé là-bas dès que je suis arrivé.
Ça veut dire que pour connecter avec les autres en arrivant, qui eux jouent au tennis, s'entraîner ensemble, c'est là où tu apprends à te connaître. Moi, j'étais un peu de côté parce que j'étais blessé. Donc je suis rentré chez moi parce que je pouvais pas faire de sport. C'était un peu déstructuré et du coup j'ai eu du mal à comment dire à vivre le truc à fond, l'expérience à fond. Après j'ai passé 2 ans là-bas, donc la deuxième année c'était beaucoup mieux. Je pouvais jouer des matchs, j'étais dans le même rythme que tout le monde. Mais mais ouais, le chaos il a été il a été créé principalement par mon sport. Euh, Dans le sens où j'avais plutôt du mal avant à gérer ces émotions Ok. liées à mon sport, que ce soit les défaites ou même l'entraînement. Donc voilà, moi en fait j'ai commencé le tennis à 2 ans, j'ai commencé les tournois à 8 ans. Bon après c'est pas des tournois comme on les voit maintenant, mais le début. Et Incroyable. en fait j'ai vraiment pas perdu, enfin quasiment pas perdu, même je dirais même pas peu, c'est pas, quoi, je perdais pas de match. Jusqu'à j'en ai perdu, hein, mais un par-ci, un par-là, je perdais peut-être 5 fois dans l'année, quoi. Waouh. Dans ma catégorie, je perds Mhm. ouais, 4-5 fois dans l'année. Et du coup, en fait, à un moment, il y a eu une réalité qui fait que. Et ça a duré jusqu'à. Je dirais 15 ans, quoi. Mhm. Après, on perd de plus en plus de matchs, mais jusqu'à 13, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 13, 14, 15 ans par là, je gagnais vraiment énormément. Et du coup, toutes les semaines, j'avais un trophée, je rentrais chez moi, je montrais le trophée à mes parents, ou alors. Et je vivais pas la défaite dans la semaine, alors qu'aujourd'hui, toutes les semaines, on perd quasiment. Et du coup, je me suis construit, en fait, sur un truc qui fait que ce sport-là, je peux jouer, je peux m'amuser et je peux ne pas perdre. Donc j'étais toujours vainqueur en fait. Et à un moment, il y a une réalité qui fait qu'il y a plus de joueurs. Déjà, tu commences à jouer à l'international, en Europe, donc là, tu commences à plus perdre, découvrir. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, à 12 ans, je suis le meilleur. Je vais grandir, je vais grandir. Je sais pas, à 35 ans, t'arrêtes. Donc, année après année, les gens, ils vont arrêter. Et ben, à un moment, je vais continuer à tout gagner. Donc, ça va suivre son chemin. Mhm. Et t'as un peu cette insouciance de ça. Et après, il y a une réalité qui fait que tu découvres plein de joueurs, t'as des mecs qui te rattrapent, pour X ou Y raison. Toi, je sais pas, tu stagnes un peu importe. Et du coup, j'ai commencé à perdre de plus en plus. Et ça a été vraiment une période dure à accepter. Ok, Parce ouais. que C'est j'ai dingue. découvert ça trop tard, en fait. En fait, j'aurais aimé perdre avant. Tu vois, j'aurais aimé comprendre comment on gère une victoire, comment on gère une défaite. Mais ça, je l'ai pas appris jusqu'à très tard. Et du coup, en plus, à 13-14 ans, c'est là où tu commences à rentrer un peu dans l'adolescence, où tu cherches à t'identifier, je sais pas, ça commence à se charrier et tout. Donc quand tu commences à perdre, tu vois, ça te touche alors que toi, t'as jamais perdu. Bref, du coup, c'est ça, je pense, qui a créé un peu ce chaos. Le fait d'avoir trop gagné jeune, pas assez perdu. Et du coup, ça a créé un déséquilibre à un moment que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. C'est super intéressant ça, surtout que au tennis, gérer la défaite, c'est un des aspects les plus importants. Parce que même quand tu gagnes un match, au final, tu perds beaucoup de choses dans ce match, au sein même du match. Donc c'est vrai que ça a dû être un vrai challenge. Et tu l'as dit que tu aurais préféré perdre avant pour mieux affronter ça. Dans mon apprentissage, parce que j'ai découvert le tennis avec mes potes, tout ça, on jouait, il y avait même pas de compétition de base. Mhm. C'était juste pour jouer, et même, on jouait bien plus que juste les périodes d'entraînement. On allait jouer en dehors et tout. Et en fait, dans mon apprentissage, j'ai l'impression que je m'entraînais, qu'un autre joueur s'entraînait, et qu'on jouait en match et que j'étais meilleur, donc je gagnais. Et que c'était ça, en fait, le juge était meilleur, et que du coup, c'est ça qui m'a fait aimer aussi mon sport. Parce que j'arrivais à me sentir fier d'un truc. euh, mais c'est pas bon, je pense, dans l'apprentissage. Il faut apprendre à échouer, il faut apprendre à justement aussi la perception. Parce que aujourd'hui, j'essaie de changer ça, de travailler là-dessus, sur l'échec, en fait. Moi, je le vois comme quelque chose de bien, en fait, l'échec. Alors évidemment, on veut toujours briller, on veut toujours gagner pour des raisons personnelles, pour des raisons aussi les gens. Nous, on parle beaucoup de nous dans notre sport, donc ça fait toujours plus plaisir qu'on parle de toi en bien qu'en mal. Mhm. Mais d'essayer de me détacher de ça et que dans l'échec, en fait, dans la défaite, t'en apprends beaucoup plus sur toi. Je sais plus le dicton qui dit, au début, je me disais, vas-y, c'est bidon, je sais pas, je sais même plus le dicton tellement il est bidon, mais parfois, perdre, c'est gagner, ou je sais pas, je dis, mais non, gagner, c'est gagner, j'ai pas envie de perdre. Mais en fait, quand tu perds, moi cette année, j'ai eu une défaite justement contre Djokovic, Mhm. où j'ai perdu, j'ai fait un bon match, mais j'ai perdu 3-7-0. Et en sortant du match, le nombre d'informations que ce match m'avait donné sur mes failles, sur comment en fait à chaque fois je me sentais bloqué, et en fait c'est tellement riche, je retourne à l'entraînement, j'ai plein de pistes, j'ai plein de trucs à entraîner, j'ai plein. Et du coup, j'essaie d'aller dans ce sens-là où, évidemment, le but, c'est toujours de gagner. On s'entraîne pour ça, de soulever des titres et tout. Mais quand on perd, que ce soit pas quelque chose de grave, que ce soit un apprentissage, quelque chose, une clé pour apprendre sur soi. Ça, j'aurais aimé le savoir avant. Bien, bien avant. T'as commencé le tennis très tôt, tu l'as dit, à 2 ans.
Est-ce que tu penses que tu te lasseras jamais du tennis? Je me suis déjà lassé, mais je pense qu'aujourd'hui, je me lasserai plus parce que justement, mon rapport au tennis, il évolue, il change, et il est beaucoup plus sain et beaucoup plus instructif. Comme je disais justement sur l'échec, euh, j'ai eu une période ouais, de mes 15 à, je dirais, 22, 23. Après, j'ai eu les blessures qui sont arrivées, c'est autre chose. Mais pour des raisons de, justement, j'avais trop la pression de. J'avais l'impression que ça allait trop vite, qu'il y avait Mhm. d'autres mecs qui me dépassaient. J'étais en mode, pourquoi c'est pas mon. Pourquoi moi je gagne pas? Pourquoi je vais pas aussi vite qu'eux et tout? Et du coup, je l'ai très mal vécu cette période de ma carrière. Et, euh, et donc voilà, mais aujourd'hui, en tout cas, mon rapport à mon sport, et j'espère que ça va durer, je peux pas me lasser. Justement, là, j'espère qu'une chose, c'est que je puisse jouer le plus longtemps possible. Tant que mon corps il va être en bonne santé, 40, 45, c'est un peu importe, jusqu'à temps que mon corps m'autorise, j'ai envie. C'est tellement, on apprend tellement que c'est hyper intéressant. Quand tu as eu ce moment où le tennis t'a lassé, tu penses que tu aurais pu faire autre chose? Tu aurais pu abandonner le tennis? J'ai, Tu y as pensé? j'y ai pensé. J'y ai pensé et c'est marrant, je pense que mes parents pourraient témoigner. Mon père, il a fait du foot jusqu'à 19-20 ans. Et moi, je sais pas, à ce moment-là, donc c'était vers 16 ans, un truc comme ça. Je changeais souvent d'entraîneur, j'avais des problèmes justement de gestion de mes émotions, c'était toujours chaotique avec les gens, mes entraîneurs, mes trucs, il y avait que des prises de tête tout le temps. Et je me suis dit, et moi j'avais l'impression de faire mon travail, juste ça fonctionnait pas. Et du coup je me suis dit, bah vas-y, je suis sportif, je vais faire du sport. Mon père il m'a éduqué dans le foot, je vais faire du foot. Le foot ça a l'air trop bien. T'es en équipe, tout ça, t'es pas dans ton truc solo à voyager, à gérer tes galères tout seul, t'es en équipe. Donc je voyais évidemment que le côté positif. Et du coup, je me souviens, j'ai dit à mes parents, c'est bon, vas-y, j'arrête le tennis et tout. Moi, j'avais déjà arrêté l'école en plus. Donc, quand t'es parent, je pense que c'est pas très rassurant quand tu dis, quand ton fils te dit ça, alors qu'il a son tennis où il a donné toute sa vie, et là, d'un coup, non, j'arrête. Et je me suis entraîné, je me souviens, à faire du foot. J'ai fait un match avec le club de tennis. Avant, tous les clubs avaient un championnat. Je sais plus combien de temps ça a duré exactement, mais mon père, je travaillais au restaurant avec lui aussi. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je dirais 3 semaines quand même où j'étais en mode non, moi c'est le foot. Et je veux faire du foot, je veux être en Ligue 1, je veux direct. Donc voilà, je pense que c'était plutôt un échappatoire Mhm. de la réalité que je vivais à ce moment-là, mais Est-ce que tu te considères obsédé par le tennis? pour tout ce que ça implique, pas pour le tennis en soi, faire des coups et tout, moi j'aime de plus en plus jouer au tennis, pour le coup Mhm. être sur le terrain et jouer des matchs et m'entraîner, faire progresser mon tennis, ça j'adore, mais aussi tout ce que ça englobe, la discipline au quotidien, le travail physique, la nutrition, tout. En fait, ça englobe tellement de choses où on peut s'améliorer et ça peut nous servir sur le terrain après, que c'est ça qui m'obsède. Ok. C'est ça qui me passionne en fait, plutôt qu'être obsédé, ça me passionne et du coup, toute ma vie, toute ma journée, elle est dictée par ça. Et évidemment, je fais pas ça, ça peut m'arriver d'avoir des jours off, mais même dans mon jour off, j'ai du mal à déconnecter quand même. Je réfléchis à, ok, qu'est-ce que je pourrais faire mieux, qu'est-ce que je pourrais Mhm. boire, à quel moment, je sais pas, ça me passionne, c'est vraiment une passion. Tu penses qu'il faut être passionné pour réussir? Je pense que pour réussir dans ce que je fais dans la vie, peu importe ce que c'est, j'ai toujours été performant que quand je suis passionné. Mhm. Sinon, ça a jamais fonctionné. Est-ce que justement, à ton adolescence ou fin d'adolescence, vers 18-19 ans, t'as eu l'impression de rater quelque chose quand tu voyais, je sais pas, tes potes qui font pas de tennis vivre une vie un peu normale? Est-ce que t'as eu cette sensation? Parce que le Ouais, tennis, ça entraîne beaucoup évidemment, de sacrifices. évidemment, évidemment. Surtout que moi, tous mes potes ont fait du tennis, enfin tous mes potes, la grande majorité, et ont Mhm. arrêté après. Ok. Donc, au moment justement où il y avait les sorties, les choses en gros entre guillemets qu'on sacrifie, mais je savais aussi que j'avais accès à quelque chose que les autres n'avaient pas. C'est-à-dire que voyager aux quatre coins du monde, rencontrer des gens différents, des cultures différentes, c'est quelque chose qui m'a ouvert l'esprit et pour le coup, je l'aurais remplacé par rien d'autre. Mhm. Et après, à ce moment-là, moi, j'en ai profité de ça aussi. Peut-être un peu trop, mais j'en ai profité. Je travaillais, j'ai jamais sacrifié ça pour des jours de travail. Jamais je me suis dit, non, là j'ai envie de partir en vacances ou là je vais pas travailler, je préfère sortir truc. Jamais arrivé, mais j'ai essayé de faire les deux pendant un moment. Mais je pense que tout arrive au bon moment. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de partager du temps avec mes potes, ça m'a fait Mhm. du bien et je regrette pas. Tu passes tes journées à penser au tennis, à faire du tennis. C'est quoi un peu ton occupation secrète en dehors du terrain pour un peu oublier le tennis? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas du tennis? Moi, je fais de la musique, je voyage avec un micro tout le temps. Ok. Donc moi, j'ai ralenti un peu parce que bah, avant j'étais blessé, donc j'avais plus de temps et tout. Mais j'ai ralenti parce que ça prend quand même beaucoup de temps le tennis.
Et je sacrifie sur mon temps de sommeil parfois, donc ça, j'essaie de diminuer. Mais non, moi je suis fan de musique, passionné aussi. Et donc je suis avec mon micro, mon ordi, et je suis fan de trouver des nouveaux plugins, des nouveaux trucs sur mon logiciel, des nouveaux effets, des trucs. Si on t'enlève ça, tu penses que t'aurais du mal Plus à maintenant, avancer? plus maintenant, mais ça m'a Mhm. beaucoup aidé pendant un moment où Ok. je faisais, ça m'accompagnait, ça m'aidait énormément parce que j'étais, comme je disais, j'étais blessé, donc j'avais du temps à tuer et j'en ai fait énormément. Et là aujourd'hui, l'équilibre il se trouve plus facilement, mais le tennis a Mhm. pris une place tellement importante dans ma vie que en vrai, je serais prêt à tout sacrifier pour le tennis. Et justement, sur une journée, combien de temps tu dédies au tennis? En considérant que y penser, ça compte. 24 heures, hein. Non, je mens parce que je rêve jamais de tennis. Ok. Donc ça veut dire que, disons que je dors 8-9 heures, tout le reste du temps, je pense au tennis. Quand je mange, je pense au tennis. Quand, peu importe ce que je fais, par exemple, je sais pas si je suis en vacances et qu'on veut aller faire du jet ski, je suis en mode ah ouais, mais si je me blesse, ou si j'ai un jour off, je fais pas des trucs qui vont trop me fatiguer parce qu'après j'ai l'entraînement le lendemain. Enfin, tout le temps, franchement, tout le temps. Si on dit que penser au tennis, ça compte, je dirais franchement toute la journée, très Mhm. honnêtement. Tu penses que c'est le cas pour tous les autres joueurs du top 50? Moi, à un moment, c'était pas le cas. Enfin, j'étais toujours passionné de tennis, mais il y a des moments où vraiment je déconnectais et je me disais, ça va, je peux faire ça, c'est pas grave, ça aura pas d'impact trop sur ma performance, mais en fait, tout a un impact. Mhm. Je m'en suis rendu compte, tout a un impact de se coucher un peu plus tard ou de, je sais pas, boire un verre d'alcool ou un truc, ça a forcément un impact. Sinon les meilleurs le feraient et ils feraient pareil. Donc, à un moment, je me suis dit que tout a un impact et après, c'est notre choix. Si je veux me faire plaisir, il y a des moments où on peut se faire plaisir. Mais en tout cas, quand je vais boire, je sais pas, ma bière ou un truc comme ça, je sais que je pense au tennis et que j'arriverai sur le terrain et je me dirai, ah putain, Mhm. je la ressens. Donc, d'autres, je pense que, comme je disais, hein, c'est sûr qu'il y en a qui sont pas comme ça, mais moi, c'est comme ça que je vis le truc et c'est pour ça que ça me passionne aussi. Parce que c'est vraiment 24 sur 24. D'ailleurs, 24-24, ça peut s'assimiler au calendrier ATP, qui est très très intense, et il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui s'en plaignent. Toi, tu trouves que c'est trop long, trop intense le Moi, je calendrier suis pas actuel? forcément d'accord. Mhm. En fait, c'est nuancé parce que oui, c'est long. Je pense qu'on pourrait faire un truc plus condensé, plus court pour qu'on ait plus de périodes de préparation. En fait, je trouve que le break, il arrive que à la fin Mhm. et on l'utilise pour s'entraîner. Alors qu'au milieu de l'année, en fait, pendant 10 mois, il y a aucune pause. Alors oui, on peut choisir nos tournois, on peut sacrifier, mais les autres, ils jouent. Donc c'est très dur de demander à... Enfin, c'est comme ça que des gens, même dans le monde du travail, en fait, l'heure de plus, elle est payée, l'heure de plus, elle est payée, mais tu t'arrêtes quand? Mhm. Parce que t'en as qui sont dans le besoin, qui ont besoin de faire des heures de plus. Mais bon, il y a aussi la réalité de ton corps qui peut... À un moment, faut qu'il dorme, quoi. Donc je trouve que c'est un peu nous pousser, en fait, à consommer les tournois. Donc il y a ça, mais d'un autre côté, moi, par exemple, cette année, je suis arrivé en fin d'année, j'étais en forme. Alors que j'ai joué toute l'année. Donc je pense qu'il y a un moyen de gérer ça après sur toute une carrière. Je pense que même pour avoir du temps avec sa famille, avoir vraiment du temps où on prend des vraies vacances, il pourrait organiser le calendrier différemment pour nous laisser plus de temps. Comme on le voit dans le foot, il y a une trêve qui est quand même assez grande, ou même dans tous les autres sports, je prends le foot, mais dans tous les autres sports. Euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais après, je pense pas que ce soit non plus horrible, comme j'ai pu le Mhm. voir. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de blessures, je pense, de fatigue qui sont liées à ça. Parce que c'est très dur quand tu es dans le circuit de laisser les autres jouer et toi de rester chez Ouais, toi. c'est clair. C'est très très dur. Même si tu as la possibilité, c'est très dur. Est-ce que tu trouves que, au-delà de l'intensité du calendrier, les instances du tennis, elles protègent assez les joueurs? Je parle de comment les médias vous traitent, comment même le public vous traite parfois. Je pense que ça, c'est pas le tennis, hein. Je pense que ça, c'est la vie, hein. T'as des gens, ils sont protégés. Enfin, protégés. Dans le sens où on parle jamais mal d'eux. Les images sont, je sais pas, sont très travaillées. Et du coup, il y a, comment dire, une sorte de. Je sais pas comment appeler ça, mais un truc commun, ou un intérêt commun à faire à que cette personne, on parle bien d'elle. Et pour le coup, je pense que ça, c'est pas propre au tennis. Je pense que c'est comme ça. Il y a des avantages, de toute façon, Mhm. dans la vie au quotidien. Il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres. Et ça, je pense que c'est malheureusement quelque chose où on n'a pas d'impact. Mais je sais pas. Après, ce qui est très dur, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu as une étiquette des médias ou des gens, c'est très très dur de s'en détacher.
parce que ça revient tout le temps en fait. C'est-à-dire que peu importe tes actes ou peu importe ce que tu vas faire, les gens ils répètent, ils répètent, ils répètent et ils ont le choix de pas le répéter. Mais je pense plutôt que ça vient des médias parce que les gens en fait ils consomment le média et c'est comme ça qu'ils se font un avis, c'est pas l'inverse. Ouais. Ils vont pas se faire un avis, regarder le média pour voir s'ils vont dans le même sens. Donc je pense que ça c'est vraiment un rôle des médias, surtout dans le tennis français où ils sont durs avec les joueurs français. Là je parle pas que de moi, je pense qu'ils sont très critiques. On est encensé quand on joue bien. Et l'inverse, quand ça joue mal, je pense qu'il y a une culture de l'instant assez présente. Et c'est dommage parce que du coup, le public, je le ressens vachement sur la génération d'avant. Mhm. Gasquet, Tsonga, mon fils, Simon et d'autres, mais principalement ceux-là qui ont fait une carrière exceptionnelle, comme plein rêveraient, on oublie parfois. Et en fait, les médias, ils ont cessé de dire qu'ils n'ont pas gagné de Grand Chelem et que du coup, bah, ils n'ont pas une belle carrière. Mais les gens, ils y croient en fait après. Moi, quand je prends le taxi ou quand je sais pas, je parle avec des gens dans des repas, des trucs, ils me disent ouais, mais comment ça se fait que les Français ils gagnent pas? Je dis bah c'est parce que vous regardez pas. Ils gagnent. Son gars est finale en Australie, même Arnaud Clément, finale en Grand Chelem. Ils ont tous fait demi-finale en Grand Chelem, ils ont joué le Masters, ils ont été dans les 10 meilleurs du monde dans leur sport. Donc évidemment qu'ils auraient pu faire mieux. Et je pense que même eux, après leur carrière, se disent putain, j'aurais bien aimé avoir un Grand Chelem, évidemment. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Mhm. Tout le monde n'est pas Ronaldo ou Messi. Et c'est pas pour ça que les autres joueurs ils sont mauvais. Mais du coup, je pense que c'est vraiment les médias qui créent ce truc-là parce que pour le coup, c'est pas réel. Moi, j'ai aucun intérêt à dire que c'était une super génération. Je suis pas un média, j'ai rien à gagner. Mais c'est une réalité, c'est que c'était des sportifs exceptionnels et je trouve que les médias ils donnent pas assez de crédit, ils supportent pas assez leurs sportifs. Mais je pense que ça doit être... Moi, je regarde pas trop le sport, mais dans les autres sports, ça doit être la même chose, je pense. Mbappé, il se fait tomber dessus quand il a raté son penalty, alors que bah c'est en partie grâce à lui qu'on a gagné une Coupe du Monde. Donc je pense qu'il y a... Ça va trop vite dans un sens comme dans l'autre. Mhm. Même moi, parfois, je me sens gêné. De temps en temps, je sais pas, je gagne un match et c'est trop. Ah, il y a un tel qui veut t'interviewer, tu vois, sur TF1 ou je sais pas quoi. Je dis, c'est bon, j'ai gagné un match, ça va. Et je sais que dans 2 semaines, ça se trouve, je serai un clown. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut doser dans un sens ou dans l'autre. De temps en temps, moi, ça me gêne. Quand je vois Ouais. des gens qui font des trucs bien plus importants que ce qu'on fait et qu'on te donne autant de crédit alors que t'as juste gagné un match, t'as à dire c'est bon. Ouais, Je sais que c'est comprends. l'instant, il faut faire du chiffre sur le moment, mais Bah justement, comment toi tu vis l'étiquette qu'on te colle souvent? Tu vois, quand on tape ton nom sur YouTube par exemple, direct c'est que des highlights d'altercations que t'as avec des joueurs, des moments un peu chauds. Toi tu vis comment cette étiquette qu'on te colle? pareil, ça a changé dans le temps. En fait, c'est pareil, ce switch où j'ai fait que gagner et à un moment j'ai commencé à perdre, Mhm. c'est arrivé en même temps que du coup, bah, ton étiquette médiatique change aussi. Les sponsors, le regard que les sponsors ont sur toi change, et du coup, ça en fait partie, dans le sens où moi j'ai toujours été comme ça, authentique et parfois pris par mes émotions, et peu importe. Et puis, je sais pas, quand quelqu'un te parle mal, tout le monde réagit différemment. J'ai toujours été comme ça. Mais sauf que quand je gagnais tous mes matchs, tout le monde bah, parle de toi en bien parce que ah, il a battu lui, il fait ça. Il place de l'espoir en toi. Et à un Mhm. moment, quand tu commences à perdre, bah, tes débordements, entre guillemets, ils sont pas acceptés parce qu'ils associent ça à la défaite, pas à la victoire. Donc c'est pour ça, ça m'a mis du temps, mais aujourd'hui, moi, j'essaie vraiment de, comment dire, communiquer ou donner du positif aux gens. J'essaie moi aussi de m'améliorer tous les jours. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même quand je rentre sur le terrain. Pour moi, pour mon staff aussi qui donne énormément pour moi, ma famille, pour les gens aussi qui me supportent. Et puis je sais que, comme je disais, moi parfois je me sens gêné quand on parle trop en bien de moi et trop en mal. Et du coup j'essaie de pas trop faire attention à l'un comme l'autre. Je pense que c'est... Oui, il y a des altercations, mais c'est la vie. On est filmé 24 heures sur 24 quand on est sur un terrain. Donc évidemment, chaque débordement, on peut le faire tourner en boucle, on peut en faire plein de vidéos et faire comme si c'était un truc constant et fréquent. Mais en fait, non, c'est un fait sur 365 jours. Donc il faudra savoir prendre du recul. Moi, personnellement, je le vis plus mal du tout. Moi, ce qui me touche un peu, c'est pour mes parents ou mes frères et sœurs. Ou parfois, je sais pas si... Moi, de temps en temps, ils sont là, ils m'appellent en mode ah, putain, juste pour dire qu'on est avec toi, je suis en mode ça va, hein, vous inquiétez pas. C'est eux, en fait, qui ont peur que ça me touche et parce qu'on parle mal de leur enfant, tout ça. Donc c'est C'est plus pour clair. ça. Puis moi, c'est la vie que j'ai choisie. Je sais que il y aura des caméras, on va parler de moi. Mes parents, ils ont rien choisi de ça. Donc c'est plus ça Ouais, qui me c'est vrai. dérange. Mais après, Mhm. après, je sais que c'est le jeu. Je sais que
on est pris dans un grand Truman Show. Et est-ce que justement, des fois, par exemple, quand tu arrives sur un cours, tu sens une certaine animosité envers toi? En vrai, en fait, ce qui est frustrant, le décalage, c'est que dans la vraie vie, il y a pas ça. Ok. Dans la vraie vie, les gens, ils te donnent que de la bienveillance. Ils demandent une photo. Ils disent ah, c'est super ce que t'as fait. Et ce qui est pas forcément mieux, hein. mais, mais c'est très rare dans la. Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un vienne et me dise quelque chose de négatif ou. Je sais pas, un discours de haine ou j'en sais rien. Ça m'est Mhm. très rarement arrivé d'avoir ouais, un échange comme ça avec quelqu'un dans la vie. Donc ça reste un truc de réseau en fait, je pense. Et de médias. Mhm. Et de tribune parfois, non? Je pense notamment, tu sais, cet incident à Miami où il y a eu des gestes envers toi, Ça etc. c'est différent. Ouais, Parce que je jouais à un Chilien et le public était exclusivement chilien quasiment. d'accord, Il y a ok. une grande communauté chilienne à Miami, je pense. Ou Amérique du Sud. Et du coup, ils sont. En fait, moi, ça m'a surpris quand je suis rentré sur le Ok, terrain d'accord. de voir autant de gens chiliens. C'est-à-dire que je savais que ça allait être plutôt neutre. Mais en fait, et puis moi j'avais eu un souci au Chili avec un Chilien il y a quelques années. Et du coup, Ça fait fois 1000. bah ouais, du coup il m'attendait quoi. Il était en mode ah ouais, on va le battre ensemble. Mhm. Et ça me dérange pas. Mais en fait après c'est arrivé dans des trucs où, en fait, je disais à l'arbitre il y a plus de limite en fait. Je disais moi c'est même pas que ça me dérange, c'est juste que bah tout est permis dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là faut le dire. Dans ce cas-là, mettez pas un règlement hypocrite. Tout est permis. Les gens, ils se lèvent quand tu sers, ils crient, ils te font des doigts d'honneur, ils t'insultent et tout, ils te crachent dessus. Je suis en mode, juste dis-moi si c'est bon, on joue comme ça, mais il y a des limites. Je les connais pas, ces gens-là. Tu vois. T'as des mecs ils me faisaient des signes pour sortir, pour aller se bagarrer. Je suis en mode, je suis sur le terrain, je joue, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, c'est ça qui est un peu cruel, c'est que tu te sens un peu inoffensif face à ça, en fait, tu peux Mhm. rien faire. Et encore plus que quand j'ai demandé, entre guillemets, de l'aide à l'arbitre, d'essayer de canaliser les gens pour que ça ressemble à quelque chose, c'était plus du tout un match de tennis. Il m'a pénalisé dans l'autre sens, en fait. C'était très bizarre, ce match-là. Très, très bizarre. Mhm. Où au final, il a dit que c'est moi qui les avais insultés. Mais il y a 300 personnes ici, que c'est pas moi qui ai insulté les gens, c'est eux qui sont venus pour ça. Mais bref, il y avait une incompréhension Ouais. énorme, et du coup, ça s'est retourné contre moi, et en fait, bah, tu te sens, t'as l'impression que t'as juste envie de partir, dans le sens où, bah, moi, je viens, il y a mon staff et tout, on travaille dur pour être là, pour avoir du résultat. En fait, là, ça a plus de sens, quoi. Tu vois, c'est plus du tout connecté à ce qu'on vient chercher en jouant au tennis, ou même en faisant du sport. Ça a plus aucun sens. Ouais. Du coup, c'est très dur sur le terrain de quand même continuer à jouer, hein, d'essayer de gagner, de trucs. Moi, je trouvais plus de sens quand j'étais sur mon banc. Je comprenais pas pourquoi Ok, j'étais là. ouais, ça a dépassé les limites. Ouais, c'est ça, t'es en mode. Moi, l'animosité, les gens qui soutiennent leur pays, j'adore ça en fait. De jouer dans une ambiance hostile comme ça, j'adore ça. Mais à un moment, j'étais sur le banc et je me disais, bah en fait, non, c'est pas ça que je veux véhiculer, c'est pas ça que. Le sport doit pas véhiculer ça. Donc, je vois pas ce que je fais ici. Et j'avais une autre question un peu par rapport à tout ça, le côté hostile, etc. Tu sais, par exemple, au basket, en NBA, s'il y a des joueurs qui se battent, ils vous en ressort une amende de la ligue. Est-ce que toi, par exemple, ton altercation avec Andreev, est-ce que ensuite tu as eu des sanctions, des amendes, etc. ou pas du tout? Déjà, l'altercation avec Andreev, déjà, c'est pas une bagarre. Ouais, Déjà, on s'est pas touché. Enfin, on s'est touché rapidement, quoi. bien sûr. Donc, c'est pas une bagarre. Donc, il y a eu des amendes, des trucs, mais il s'est rien passé en soi. Mhm. Il y a rien eu. Il m'a mal parlé au filet, j'ai mal réagi. euh, et puis, fin, quoi. Donc voilà, après, en dehors du terrain, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu de contact physique. Et c'est juste sanctionné pour. En fait, c'est plus, je pense, plus pour l'image que ça Mhm. renvoie, évidemment, quand on voit la vidéo. Même moi, c'est pas du tout ce que je veux renvoyer aux gens qui regardent le sport. C'est pas le but du tout. Après, sur le moment, j'ai été surpris, en fait, par le mec qui m'a battu. J'étais surpris qu'il m'insulte, en fait, au filet. T'as gagné, bravo. Et du coup, j'ai été surpris et je me suis fait prendre par l'émotion. Mais c'est vrai que quand tu vois une vidéo comme ça, je regrette. C'est moi, donc j'ai une réaction que tout le monde aurait pu avoir. Enfin, Mhm. c'est normal, quoi. Ça arrive tous les jours, en dehors d'un terrain, dans la rue, dans le truc. Si on te parle mal, il y en a qui arrivent à gagner leur cas. Moi, j'y arrive. À ce moment-là, j'ai pas réussi. Ça arrive à plein de gens. Mais c'est dommage qu'en gros, cette vidéo soit relayée sur des trucs de sport. C'est pas l'image qu'on veut donner au sport, et moi le premier. Donc voilà, je pense que c'est normal que ce soit sanctionné. Mais après, je pense qu'il faut trouver une justesse là-dedans. Et il y a autre chose que
J'ai déjà remarqué à l'époque où je regardais Kyrgios, quand il faisait ses services à la cuillère, et que souvent ça énervait les adversaires. Est-ce que tu comprends qu'un adversaire s'énerve quand tu sers à la cuillère, par exemple? Je comprends dans le sens où s'il s'énerve, c'est qu'il y a une raison, c'est que il prend mal. Après, les raisons pour lesquelles ils sont énervés, je les connais pas. Après, je pense qu'il y a une manière de le faire. Ok. Il y a une manière de le faire, c'est-à-dire que si tu le fais et que le mec derrière, tu le regardes, tu le provoques, ou si tu le fais alors que tu mènes largement, je sais pas, je pense qu'il y a une manière. Moi, quand je le fais jamais pour manquer de respect à l'adversaire, ça c'est une certitude. Mhm. Et puis d'ailleurs, je le fais de temps en temps au mauvais moment, ça peut me porter défaut, mais c'est. Je pense que t'as une manière, il y a le fond et la forme. Tu vois, je pense que c'est comme tout, c'est comme en vrai, c'est comme une insulte parfois. Mhm. T'es avec ton pote, tu lui dis une insulte, ça, c'est le ton de la rigolade. Si tu le dis sur un autre ton, en le regardant différemment, ça peut être pris différemment. Mhm. Donc je pense que c'est aussi une manière de le fond et la forme, mais plus le public souvent qui le prend mal hein, que le Mhm. joueur. Je pense Ok. que maintenant ça a été fait tellement de fois par des joueurs différents que les joueurs ils sont en mode ok ça peut arriver. Mais c'est le public parfois. Mais je te rejoins, je sais pas pourquoi ils sont énervés. Je leur en veux pas d'être énervés, mais je sais pas pourquoi ils sont énervés. Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à l'Hôtel des Grands Voyageurs qui nous accueille pour le tournage de nos podcasts. C'est un vrai plaisir de tourner ça dans un cadre pareil. L'hôtel est magnifique, le restaurant qui est juste au-dessus de nous, il est délicieux, les équipes sont super sympas. Pour un séjour à Paris, pour un dîner, pour même un anniversaire dans cet espace dans lequel on est que vous pouvez louer, c'est vraiment parfait. L'Hôtel des Grands Voyageurs à Paris. Merci pour leur accueil et on continue avec le podcast. D'ailleurs, tu t'es tatoué I'm not perfect quelque part, je crois. C'est C'est mes vrai? premiers tatouages, ouais. Je crois Ok. que c'est. Je me demande si c'est pas mon premier, là. I'm not perfect, ok, ici. Et ça ressemble quoi ça pour toi? Est-ce que c'est lié un peu avec cette image que tu as de toi quand tu as appris à gérer justement la défaite, etc. Ouais, bah ça regroupe plein de choses. Déjà, moi en fait, je trouve que dans le sport, souvent quand on réussit, moi c'est pas mon cas, mais tu dois avoir. Il y a des réunions avec les agents, des trucs dans le mode ok, maintenant on fait quoi? C'est quoi l'image qu'on donne? C'est quoi le truc? Des réunions d'image. Mhm. Et moi je suis pas là-dedans. L'image c'est ce que t'es, ce que tu renvoies au quotidien, et ce que de manière spontanée t'es. Donc il n'y a pas de travail en fait d'image ou de réseaux sociaux, de trucs, c'est pour faire quoi? Tu vas raconter une autre histoire que la tienne? Et du coup, ce I'm not perfect, je trouve que dans le sport, t'as des immenses sportifs, et pour pas viser quelqu'un ou, ou plusieurs personnes, et ils s'obstinent à créer une histoire autour de ça. Une vraie histoire de, je sais pas, au début, je devais être boulanger, mais il y a un mec qui est rentré avec un ballon, qui a jonglé, il m'a demandé de faire des jongles, et au final, je suis devenu footeux. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que Mhm. il y a trop d'exemples où les gens, ils veulent raconter un truc de film, en fait. Et c'est pas réel. La vie, c'est pas un film. Enfin, on passe tous par des hauts, des bas, des trucs, c'est pas comme ça. Donc moi, c'est pour me rappeler ça, c'est que je suis pas parfait, mon parcours, il est pas parfait, et je cherche pas à être parfait. Je cherche juste à être le plus proche de ce que je suis et ce dont j'ai besoin. Et je pense que c'est ça que les gens ont besoin, c'est pas d'être parfait en fait. Parce qu'être parfait, c'est les gens après qui disent ah, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est parfait, ça c'est pas parfait. C'est juste être bien dans le regard des gens. Et je pense que c'est important d'être bien dans son regard. Et moi, quand je me sens bien avec moi, ou sur un match, où je suis content d'un match, il est pas parfait le match. Il y a eu des moments où j'ai fait des trucs qu'il fallait pas, mais c'est ça qui te fait corriger les fois d'après. Et je trouve ça beau les choses imparfaites. Parce que quelque chose de parfait, on se disait ça avec mon équipe en débrief de fin d'année. On prenait des points, on a fait une super année tous ensemble. Et on prenait des points, on avait genre 20 points de progrès, de trucs à mieux faire. Et on se disait, mais attends, c'est quand même bien l'année qu'on a fait. Et je me disais, ouais, mais imagine, on avait 0 point à, à mieux faire. En fait, bah, j'ai atteint mon niveau maximum. Donc c'est bon signe quand il y a des points encore à perfectionner. Et c'est pour ça que je trouve que de pas Mhm. être parfait, c'est hyper important. Et Mhm. surtout, c'est ce que je suis, donc ça me définit. C'est encore un parallèle basket, mais ça me fait penser à Dennis Rodman, je sais pas si ça te parle. Ouais, ouais. Un gars, bah, justement, il avait l'image, c'était le dernier de ses soucis, il faisait tout ce qui lui passait par la tête. T'es peut-être pas à ce point, mais est-ce que tu te considères comme le Dennis Rodman du tennis? Non, parce que, enfin, après, je connais pas très bien, je connais le nom évidemment, c'est un immense sportif. Et en plus, je crois que sa fille sort avec Ben Shelton, qui est un joueur de tennis, Ah, c'est possible. je crois. Donc, bref. Et puis, enfin, évidemment que je le connais, mais je me dis, il y a toujours une limite entre est-ce que tu essayes de perturber, enfin, est-ce que tu essayes de provoquer, Mhm. qu'on parle de toi en mode le provocateur, le truc. Et moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, j'ai envie vraiment d'être moi. Après, si on parle de moi en bien ou en mal, c'est naturel, ou sur des coups, ou sur des choses comme ça. Mais je vais pas aller réfléchir pareil à comment je vais aller provoquer les gens, comment on va parler de moi.
Et du coup, je dis pas qu'il était dans ce truc-là, hein, mais je connais pas assez pour. Je trouve que la frontière, elle est fine en fait. Je sais pas, si t'arrives à une cérémonie, tout le monde en costard et t'arrives en jogging, tu vois, il y a une démarche. T'es en mode, ah, je veux que les gens C'est parlent vrai. de moi pour ça, je veux le provoquer. Et moi, j'ai pas envie d'être là-dedans. Ok, dis-le de toi-même. Est-ce que tu saurais me dire à peu près combien ça coûte une saison de tennis de Corentin Moutet? Combien ça coûte? Alors, de manière précise, je sais pas. Mais pour donner une fourchette, après, moi, c'est spécial, je voyage avec beaucoup de monde. J'ai vraiment envie d'être beaucoup entouré, donc j'investis beaucoup dans ma carrière. Mais je dirais. Euh, je dirais 400, 500 000 euros, un truc comme ça, Ok, je ok. pense. Donc c'est un gros investissement. D'ailleurs, j'ai vu Mais parce qu'on que... paye tout aussi, hein. Ouais, c'est ça. C'est pour Bah, ça. faut tout On paye financer. tout, pour notre équipe, on paye tous les hôtels, les avions, leur salaire évidemment, la nourriture, tout ça. Il y a que pour nous, on paye pas l'hôtel. Mais tout le Mhm. reste, c'est à nos frais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépenses. Et est-ce que ça te met un peu une pression du coup de gagner? Parfois, j'y pense dans des gros tournois où je me dis, Tain, j'aimerais bien jouer là parce que ça me donne beaucoup d'argent à investir. Mhm. Et moi, comme Mhm. je disais, je suis obsédé par les détails. C'est-à-dire que si un jour je peux voyager avec, je sais pas, un médecin ou je sais pas, peu importe, Quelqu'un un de truc plus qui dans peut ton servir équipe à qui la t'améliore, performance, ouais. euh, ou un mec qui filme pour analyser, tu vois, un truc très précis, très Mhm. technique, si j'ai les moyens, j'investirais plus là-dedans que de m'acheter un truc. Parce que en fait, j'ai l'impression que ça va m'aider et qu'on va être une plus grosse team à travailler dans le même sens et à améliorer des petits détails. Et du coup, en fait, bah, tout mon argent, essaie de l'investir là-dedans. Et justement, t'as besoin de sponsors comme ça. Et j'ai vu que le label de Val te sponsorise. Ça s'est fait comment ça? Ça s'est fait assez naturellement. Où Vald joue au tennis déjà, Ok. gros joueur de tennis. J'ai eu la chance de l'affronter. Mais ouais, ça s'est fait comme ça. Moi, comme je disais, parfois je fais de la musique. Donc j'étais allé faire des sessions au studio où il est. Mhm. Et bref, on a fait la connexion, trouvé ça intéressant en fait de faire un pont entre deux mondes assez différents et qui ont des choses en commun aussi. Et moi, ça m'a toujours, j'ai toujours voulu en fait ouvrir un peu le tennis à ma manière comme je pouvais. Mhm. Et je trouvais que justement, faire ça, en fait, le rap dans le tennis, c'est quand même pas très courant, même s'il y en a qui en écoutent, mais c'est pas la musique numéro un. Et même, je trouve que le tennis, il a besoin d'être ouvert, en fait. C'est trop encore sectaire. Ça appartient. Et ça l'est pas autant que ce qu'on pense, mais du coup, dans la perception, en fait, les gens sont maintenant le tennis, ça sera pas dans mes choix parce que c'est pas accessible. Alors que ça l'est parfois. Et du coup, essayer de pousser dans ce sens-là, à essayer d'ouvrir les ports du tennis, donner accès à des personnes qui peut-être auraient jamais pensé. Et je pense que c'est comme ça qu'on découvre aussi des talents et que même, moi, je trouve ça riche de faire des ponts entre plusieurs parcours. Moi, dans la musique, de rencontrer des gens dans la musique qui ont un parcours différent du mien, ça m'a énormément inspiré. Mhm. Et ils ont un rapport aussi à des choses communes comme, je sais pas, l'impact médiatique ou la création ou comment s'améliorer dans sa discipline qui est différente de la nôtre et qui peut être intéressante aussi à ramener dans le sport. Donc voilà, et puis c'est un super mec, il est super gentil, hyper humble et surtout il rappe bien aussi. C'est vrai, surtout. Et tout au long de ton parcours, t'as affronté bah, les joueurs les plus talentueux de ta génération, Sinner, Tsitsipas, de Minor. Quand t'étais plus jeune, t'as pu les affronter. Est-ce qu'à cet âge-là, t'avais déjà la sensation qu'ils iraient loin? Bon, en fait, je pensais pas trop à eux hein, Mhm. à cette époque-là. Surtout à toi. Ouais, j'étais en mode c'est moi le meilleur et on va voir s'ils suivent, hein. Mais moi, la première fois que je jouais de minor, c'est marrant, je devais avoir. Je me demande si j'avais pas 9 ans, je crois. Ah ouais, dingue. Je l'ai joué à la balle, de minor australien qui est venu à la balle. Mais lui qui était espagnol à ce moment-là. Ok. Il a la double nationalité, il jouait pour l'Espagne. Mhm. Et je l'ai joué à la balle, je me souviens, je l'ai battu. Et l'année d'après, je suis venu pour défendre mon titre et j'ai perdu contre. Non, mon pote, d'ailleurs, qui fait plus de tennis, a perdu contre Kekmanovic, qui est un autre joueur aussi, Mhm. un Serbe, qui doit être 30e mondial. Et du coup, déjà, c'est marrant de voir que déjà à 9 ans, en fait, t'avais quelques mecs qui sortaient du lot Ouais, c'est ouf. et qui gagnaient les tournois déjà, en fait. Mhm. Et après, moi, j'ai grandi avec ça et très vite, j'ai joué à partir de 11-12 ans le circuit où t'avais des tournois en Europe. Et du coup, bah, très vite, je les ai vus, ces mecs-là, les Incroyable. demi-nord, Tsitsipas, évidemment, qui gagnaient pas tant que ça à cet âge-là. Et C'est puis, lequel qui t'a le plus marqué en jeune? bah, en fait, nous, on jouait vraiment dans notre catégorie d'âge. Ok.
Enfin, c'était 11-12, 13-14, 15-16. Donc, c'était un an au-dessus. Mais bon, on gagnait pas quand on joue un an au-dessus, souvent. Et du coup, Tsitsipas, c'est un an au-dessus. Et même dans son année, il gagnait pas trop, je me souviens. Mais tous les mecs, tous les meilleurs, en fait, ils étaient déjà là. Et je les jouais toutes les semaines. Et la plupart du temps, je les battais. Tu vois. Donc, c'est pour ça que on a eu la chance aussi d'avoir une génération super forte. Je pense qu'on s'est tous tirés vers le haut. Tu Parce penses que le c'est niveau- important justement de commencer jeune parce que du coup tu affrontes les meilleurs jeunes et forcément ça. Bah, déjà, t'arrives à voir. Après, c'est pas une science exacte. C'est pas parce que t'es bon à 9 ans que tu vas réussir. Mais au moins, t'as la chance de te confronter contre eux. Et, euh, et du coup, moi, j'ai même des potes aujourd'hui qui sont, je sais pas, 300e mondiaux, qui les battaient, ces mecs-là, ou qui jouaient contre eux. Donc, en fait, on a tous évolué ensemble. Et, euh, et ouais, c'est une chance, parce qu'aujourd'hui, des mecs de mon année, il y en a tellement qui ont réussi. Il y en a tellement à l'étranger. Donc, ça veut dire on a fait du bon travail. Est-ce que tu arrives à identifier ce qui te manquerait pour être numéro 1 mondial? Est-ce que tu es capable de dire ça? Bah, c'est une question que je me pose beaucoup. Hein. Mhm. C'est une question que je me pose beaucoup. Euh, Moi, ma réflexion, elle est de gagner un grand chelem pour le moment. C'est pas d'être numéro 1. Numéro 1, je pense que c'est une finalité en fait. Il faut gagner tellement de tournois pour l'être, et puis ça dépend aussi des autres. Mais gagner un grand chelem, c'est un tournoi. Évidemment, il faut, je pense, gagner d'autres tournois. Il y a des étapes, Mhm. et il faut s'en rapprocher d'abord. Tu gagnes pas un grand chelem comme ça de nulle part. Euh, et après, faire vraiment bosser son jeu, quoi. Moi, j'ai encore des trucs, des aspects de mon jeu où je peux être meilleur, Mhm. purement tennistique. Et les meilleurs, ils ont pas de faille. Ils ont pas de faille. Les tout meilleurs, ils ont pas de faille. Donc c'est de se rapprocher de ça. Je pense aussi un truc très important là-dedans, c'est de monter au classement pour pouvoir jouer beaucoup contre ces mecs-là. Parce que c'est ça aussi qui te Ouais. montre le niveau qu'il faut avoir, le niveau d'exigence et à quel endroit tu perds les matchs. Donc je pense que ça c'est très important. Et je le vois aujourd'hui, enfin cette année-là, j'en ai joué, c'est l'année où j'en ai joué le plus. Et que j'ai gagné ou perdu, en fait, à chaque fois ça me donnait des infos sur, même sur des mecs forts en mode ah ok, là je suis meilleur que lui dans ce domaine-là, mais sur ce domaine-là, à chaque fois il me bat. Et du coup, tu repars à l'entraînement et tu sais ce qu'il faut Mhm. faire. Donc je dirais ça, et après, il n'y a pas de science exacte. Je pense qu'il faut accepter, être patient, accepter que son heure arrivera et faire vraiment les choses Ouais. en groupe. Et toujours chercher à évoluer, toujours être curieux de comment s'améliorer. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Actuellement, c'est qui pour toi le meilleur joueur du monde? Pour moi, Alcaraz, je pense. C'est celui qui sait faire le plus de choses. Qui, malgré ce qu'on dit, son manque de stabilité, il est quand même très très stable, il perd peu dans l'année. Mhm. Et c'est surtout qu'il peut jouer sur toutes les surfaces, et il est super jeune. Ouais. Il doit avoir 3 ou 4 ans de moins que moi. Il est super jeune, il peut encore s'améliorer. Et évidemment, Sinner aussi. Les deux, je pense que pour le moment, ils dominent le tennis. On est d'accord que dans le top 100, en fait, ce qui vous sépare, c'est vraiment des détails finalement. C'est quoi les détails du coup que tu travailles le plus dans ta préparation? Moi, je pense que le plus gros détail, qui est pas un détail, qui est hyper important, c'est la discipline. Mhm. C'est que tous les joueurs, mais même pas dans les 100, quelqu'un qui est 700e mondial, aujourd'hui, on fait un entraînement, il peut me battre, je peux perdre, même on peut faire un deuxième entraînement, je peux perdre. Et je pense que c'est la discipline dans le sens où ce que tu vas faire un jour, ton entraînement, la durée d'entraînement ou l'intensité, tout ça, il faut être capable d'être cohérent et de le faire dans la durée. 1 an, 5 ans, 10 ans. Et je pense que la différence, et moi je le vois avant, en fait, c'est parfois ce qui me manquait et ce que j'ai amélioré, c'est que parfois, même si c'est rien, au lieu d'avoir un jour off complet, tu vas à la salle de gym, tu fais 30 minutes. Mhm. Tu fais un truc, et je pense d'être habité par ça et de toujours, en fait, quotidiennement, faire quelque chose dans le sens de la progression, je pense que c'est ça qui fait la différence. Parce qu'en fait, on joue tous bien au tennis. Alors, sans parler des tout meilleurs qui sont au-dessus même tennistiquement, mais en fait, si tu prends un mec qui est 80e mondial ou un mec qui est peut-être pas 500, mais je sais pas, 300e mondial, les deux ils jouent presque aussi bien au tennis, j'ai envie de dire. Mais ce qui fait la différence, c'est que au lieu de se coucher tard, le mec 80, il va se coucher tôt, ou en tout cas, il va le faire moins de fois dans l'année. Le mec, au lieu de prendre une pizza, il va manger quand même sainement après avoir perdu son match. La récup, tu l'as fait même quand t'as perdu. Enfin, c'est plein de choses comme ça, et Mhm. c'est que des petits détails, mais qui en fait, additionnés, ça fait une énorme différence. Et je pense que c'est un peu invisible. Parce que de temps en temps, t'as des gens qui ont la frustration de dire je comprends pas, moi je bosse plus que lui, mais je suis derrière. Et il joue bien au tennis, le mec. Donc t'as envie de dire non, non, tu bosses plus que lui,
pendant 2 semaines. Mais après, toute l'année, tu fais pas, il y a des jours où tu fais pas le taf. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait grandement la différence. Et c'est ça aussi qui t'empêche de te blesser, d'être récurrent dans ton travail et dans ta récupération. C'est clair. Toi, est-ce que tu as eu un moment de doute dans ta carrière où tu t'es vraiment posé la question de continuer ou pas? Juste à ce moment-là, quand je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire de ma vie? De m'exposer médiatiquement, de... Je sais pas, je me demandais si ça en valait le coup, en fait. Après, moi, j'ai toujours adoré le tennis, hein, j'aurais toujours joué au tennis avec mes potes, mais je me Mhm. disais, est-ce que vraiment... Parce qu'en fait, tu passes d'un moment où tu joues et il n'y a pas d'argent en jeu. Et quand l'argent rentre en jeu, tu deviens un peu un produit aux yeux des marques, aux yeux des médias, aux yeux des gens aussi indirectement. Et du coup, le rapport avec les gens, il change d'un coup. Et du coup, moi, je me suis protégé d'un coup en mode ah, les gens, ils me veulent pas mon bien. Et du coup, je me suis dit, je sais pas si c'est. Moi, le tennis, c'est pas comme ça que je le vois, c'est pas comme ça. Je sais pas si ça m'intéresse. Donc, c'est que à ce moment-là. Mais après, je me suis jamais vu faire autre chose, un autre métier, autre chose dans ma vie. Enfin, j'ai commencé à 2 ans, j'ai pas eu le temps de réfléchir en fait. Mhm. Je suis parti, je suis revenu après les voyages en fret, non. Jamais j'ai douté sur ah, peut-être que. Je sais pas, faire des études de droit, ça. En plus, j'ai arrêté l'école à 15 ans, donc j'étais mort dans le jeu. Mais non. Franchement, plus ça avance, plus j'ai envie d'avoir une vie tranquille. Je trouve que parfois, après, je suis dans ma position aussi. J'ai un discours que j'aurais peut-être pas pu avoir si j'étais pas dans cette situation, mais j'ai envie d'avoir une vie tranquille. J'ai envie de pouvoir, justement, on parlait de mission au début, pouvoir Mhm. accomplir cette mission. Pour moi, passer du temps avec mes proches, et puis pas courir après le travail. Si j'en ai pas besoin pour, euh, pour manger, pour tout ça, je vois pas pourquoi je courrais après le travail. Donc avoir une vie tranquille, explorer, connaître le monde, Mhm. tu vois, de comprendre ce qui nous entoure et de me connecter de plus en plus à ça. C'est ça que j'ai envie de faire de ma vie si jamais je faisais pas de tennis. Mhm. Mais le tennis m'aide à faire ça aussi. Ouais, tu penses que c'est ça que ça t'a appris le tennis? C'est quoi la chose que le tennis t'a appris que l'école, elle n'aurait pas pu t'apprendre par exemple? La passion déjà. La passion, les émotions d'un moment, aussi l'énergie que des gens, pardon, d'avoir, je sais pas, un truc en commun avec des gens, son staff, d'avoir un objectif en commun, de partager ça. Des gens dans un stade, de pouvoir partager les émotions. Et c'est même pas pour moi me sentir fort, c'est juste l'énergie que ça a, que t'as des gens, t'as l'impression qu'ils jouent le match avec toi en fait. À Roland-Garros, parfois, tu vis des moments, les gens ils te connaissent pas, ils ont pas à faire tout ça. C'est pas obligé qu'ils te donnent toute cette bienveillance, tout ce soutien et tout, et pourtant, ils ont travail le lendemain, ils ont peut-être leurs enfants qui les attendent chez eux, et ils sont là pour toi, ils te donnent de l'énergie, et vous vivez le moment ensemble, et ça a une énergie que je pourrais, enfin, peut-être que je me trompe, mais retrouver nulle part ailleurs dans ma vie. Donc c'est ça que ça m'a appris, que en fait, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, c'est ces moments-là. Mhm. Et ce que ça m'a appris surtout, c'est la meilleure école de la vie, en fait, c'est de se remettre en question dans toute sa globalité, en fait, sur nos actes, nos responsabilités aussi, de me responsabiliser hyper tôt, de voyager. Ça m'a appris beaucoup, plein de choses que l'école m'aurait jamais appris. Et je suis super content d'avoir pris ce chemin-là, en fait. Mhm. Et si justement tu pouvais retourner un peu au début de ce chemin et parler au petit Corentin de 10 ans qui kiffe le tennis, qui en fait toute la journée, et lui dire quelque chose, tu voudrais lui dire quoi? Je pense que je lui dirais d'être encore plus curieux. Moi, je vivais trop le truc de manière insouciante. Après, à 10 ans aussi, c'est normal, mais pas de me faire prendre conscience qu'il y a la défaite, qu'il va y avoir des moments durs, pas ça, mais d'être curieux sur comment, sur moi-même en fait. Mhm. J'aurais aimé que qu'on m'apprenne plutôt à regarder en moi ce dont j'ai besoin, ce que je veux, mettre de la conscience là-dessus plus tôt, en fait. Et je pense que si je devais l'aider à ce moment-là, je l'aiderais dans ce sens-là, de, de lui montrer pourquoi j'aime le tennis, en fait. Moi, je pensais que j'aimais le tennis parce que je gagnais des matchs, mais c'était pas ça, en fait. Mhm. Et du coup, d'essayer de comprendre pourquoi j'aime le tennis, ce que ça provoque en moi, et comment je peux m'en servir, parce que c'est universel, en fait, c'est pas que lié à mon sport. Et voilà, me mettre sur le chemin de cette quête-là, et puis après, voir ce que ça fait, mais au moins d'être dans la bonne direction. Mhm. Ça, c'était le début du chemin, mais
si un jour tu arrives à la fin et que tout s'arrête, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Je sais pas en fait si je veux qu'on se souvienne de moi. J'ai envie juste de laisser une trace d'essayer de communiquer avec les gens, justement, ce truc-là, que être sportif, c'est pas évidemment qu'on veut des titres et tout, mais que c'est pas une course au titre en fait. C'est vraiment une aventure en fait avec soi-même. Et entouré de gens aussi dans une équipe qui t'aide dans ce sens-là. Mais c'est vraiment apprendre à mieux se comprendre, vraiment mettre de la conscience là-dessus en fait, que la santé c'est hyper important et que pour ça il faut mieux connaître ses besoins en fait et Mhm. vraiment en prendre soin parce que c'est hyper précieux et c'est comme ça qu'on se connecte aux gens, c'est en étant bien, comme ça qu'on se connecte au monde, qu'on a envie de faire des choses et qu'on est plus sensible à ce qui nous entoure. Et si je peux réussir à amener ça à travers ma carrière et avec si j'ai des succès, des grands succès, évidemment que je vais être plus écouté et avoir plus la parole, essayer de pouvoir transmettre ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, si je peux aider des gens dans ce chemin-là, à mon échelle, je dirais que c'est ça mon objectif. Et évidemment, gagner des grands titres, parce que je fais ça depuis que j'ai 2 ans, et les émotions, elles doivent être incroyables. Je pense que ouais, déjà, le chemin que t'as fait, t'as déjà apporté beaucoup à beaucoup de gens, même peut-être sans t'en rendre compte. En tout cas, je suis très content d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. On a une petite tradition dans le podcast, on a un livre dans lequel on écrit une phrase ou une citation. Enfin, on demande à chaque guest d'écrire une phrase ou une citation, Ok. si ça te dérange pas de le faire. Non, avec plaisir. Et du coup, est-ce que tu peux partager avec nous ce que t'as écrit pour le livre? Ouais, du coup, on en a beaucoup parlé dans le podcast, mais ne cesse jamais d'explorer en toi. Donc voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'essayer d'en avoir conscience et de le comprendre un peu mieux chaque jour. Magnifique, merci beaucoup, c'était un plaisir de parler Merci à avec toi. toi, c'est un plaisir. Et je suis impatient de voir ce que tu vas continuer à faire dans le tennis. Et peut-être ailleurs d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup.